Vous m'avez présenté hier, d'une manière qui m'a gêné, les mathématiciens qui descendaient de l'Empirée ou quelque chose comme ça, et ma vision est totalement différente, voire opposée. J'ai plutôt l'impression que les scientifiques sont dans la salle des machines, peut-être les mathématiciens dans la vigie, et puis que sur le pont des premières classes, il y a toutes les sciences sociales, les littéraires, les philosophes, les gens qui font du travail sérieux et pas purement technique. Toujours dans ce petit discours introductif dans lequel je voudrais remercier Michel Zang de m'avoir invité. Je vais commencer par parler nécessairement une autre langue que la mienne, non seulement parce que je n'ai évidemment pas l'habitude de parler de ce genre de choses, enfin de ce dont je vais essayer de parler. Je ne suis que mathématicien, même si ce que je vais raconter a été écrit en collaboration avec Nathalie Kessas, qui est psychologue, mais aussi parce que la façon dont je parle d'habitude, d'abord c'est debout au tableau, à écrire des formules, ce qui est très facile finalement par rapport à parler assis avec des choses profondes. J'ai proposé comme titre Langage et mathématiques, mathématiques et langage. Je vais essayer de justifier que ce chiasme n'est pas purement rhétorique et purement du discours. Dans le cadre général de ce colloque, d'autres langues que la mienne, comment parler des mathématiques, comment parler les mathématiques, et comment à leur tour les mathématiques vont influencer le langage courant, les langues que nous parlons, qu'elles soient véhiculaires ou vernaculaires. D'abord, il y a beaucoup été question ici de langue maternelle. Les mathématiques ne sont pas la langue maternelle du mathématicien. Voire, ma mère était prof de maths, je ne pense pas qu'elle m'ait donné le sein en me racontant des mathématiques, mais d'ailleurs, je ne veux pas définir ce que c'est qu'un mathématicien, ni même ce que sont les mathématiques, sauf peut-être par une boutade, un tout petit peu hors sujet, si vous m'accordez cette digression. C'est une conversation qui avait un jour à la cafétéria de la fac à Bordeaux, où j'étais à l'époque, et on se demandait qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien. Il n'y avait que des mathématiciens à table, bien sûr. Devant l'impossibilité de donner une définition, on a cherché une analogie, et on s'est dit quelle est la définition de la judéité? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Et il y a essentiellement 4 définitions. Celle qui est la définition de la loi juive, on est juif si on est de mère juive ou converti. On est juif, la définition de Sartre, parce que les autres disent que vous l'êtes. On est juif, la définition revendicatrice, d'une certaine manière, on est juif parce qu'on dit qu'on l'est. Et la 4e, qui est une complicité culturelle, on est juif parce qu'on se reconnaît dans une certaine culture juive qui, suivant les gens, peut être Enrico Macias ou Woody Allen ou Lévinas. Du coup, la tentation était grande de définir un mathématicien comme quelqu'un qui est mathématicien d'après la loi mathématique. Est-ce que ça veut dire qu'il a une position universitaire ou quelque chose comme ça? Ou bien qu'il est mathématicien parce qu'il est de mère mathématicienne, après tout, ou bien est-ce qu'il est mathématicien parce qu'il revendique sa mathématicianité, ou est-ce qu'il est parce que les autres disent « Oh, c'est un matheux ». Et puis l'un des collègues présents a clos d'une certaine façon la conversation en disant « Non, je pense qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui est de mère juive ». Naturellement, je n'avais pas parlé au passage, nous n'avions pas parlé à l'époque de la définition de Lévinas, qui a très habilement inversé la définition on est juif si on est de mère juive, on dit on est juif si on a des enfants juifs. Et si on transpose cette définition aux mathématiques, on est mathématicien si on a des enfants mathématiciens, autrement dit, on insiste sur la transmission. C'est pas tout à fait faux si on pense à ces dynasties de mathématiciens sur 2, 3, parfois plus générations. Alors, les mathématiques ne sont pas la langue maternelle du mathématicien, malgré le quoique de Gaussien que j'ai utilisé tout à l'heure. Elles sont évidemment, me semble-t-il, une langue étrangère. Une langue étrangère dans la mesure où on l'apprend après sa langue maternelle, après ses langues maternelles, si on en a plusieurs. C'est une langue que l'on doit pratiquer, sinon on la perd, on l'oublie, on la corrompt. On doit la pratiquer à l'écrit comme à l'oral, un petit peu comme le chinois et le japonais dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être un petit peu différent. Et puis on peut avoir besoin, comme toute langue étrangère, de la traduire. La traduire comment? Soit pour des collègues mathématiciens de la même spécialité, parce qu'il n'est pas tout à fait clair qu'on va s'exprimer de la même façon ni qu'on va faire comprendre ce qu'on veut dire, ou bien la traduire pour des collègues mathématiciens d'une autre spécialité qui de toute façon ne comprendront rien, donc il faudra vraiment faire quelque chose de très différent, ou bien la traduire pour le grand public, entre guillemets, donc vulgarisation, les questions de vulgarisation.
D'une certaine façon, cette nécessité de traduction m'a fait penser a posteriori à ce qui a été dit hier sur le latin. Le latin utilisé par les prêtres qui faisaient des sermons, utilisé pour les sermons, mais il y avait besoin d'une formation spéciale pour faire le sermon dans sa langue vernaculaire. Et c'est peut-être pas un hasard, dans la même idée, si le latin puis les mathématiques ont servi, alors suivant son bord politique, on dit d'instrument de sélection ou bien l'instrument de détection des bons élèves. Après le latin, vous savez bien que ça a été les mathématiques, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Les mathématiques comme langue maternelle, les mathématiques comme langue étrangère, un aspect du langage mathématique qui n'est probablement pas très connu, c'est les mathématiques comme langue sacrée ou sacralisée. Je ne parle pas ici de guématrie, de numérologie, j'en parlerai plus tard, mais cette idée répandue dans le grand public, et pas seulement dans le grand public, qu'il y a une espèce de vérité immanente, idée que j'ai moi-même eue à une époque, quand j'étais en maths sup. Vous savez, ces époques de la vie où on est en grande recherche métaphysique et on a beaucoup plus de questions que de réponses. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à cette époque de la vie, c'est... pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai eu l'impression, l'illusion, que les mathématiques pouvaient être une approche, alors mettez des guillemets à chaque mot, n'hésitez pas, de la divinité, de la vérité au sens de la divinité, au sens de l'immanence, au sens de la transcendance, au sens de... Et puis j'ai été déçu, évidemment, dès que j'ai été voir les coulisses, c'est-à-dire dès qu'on comprend pourquoi il y a des pour ceux qui savent ce que ça veut dire, pourquoi il y a des factoriels dans le dénominateur du développement du sinus, bon, quand on l'écrit, quand on le démontre, quand on s'aperçoit d'où ça vient, c'est inévitable. Un petit peu comme lorsque vous allez voir dans sa loge le clown qui se démaquille après son spectacle, vous voyez que c'est pas du tout quelqu'un de rigolo, ou la diva qui vous a fait rêver à l'opéra, et vous voyez qu'elle se démaquille, qu'elle a du maquillage qui coule, qu'elle a des rides partout. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette déception de la langue crue, sacrée ou sacralisée ou divine ou immanente, et qui n'est finalement pas du tout. Mais cette langue mathématique, ce langage mathématique dont je viens de parler, auquel je viens de faire allusion plusieurs fois, qu'est-ce que c'est en réalité ? Bien, il est composé de lettres, de mots, de symboles. Les lettres, non seulement celles qui composent les mots, mais aussi les lettres X. Voilà, dès qu'on a dit X, on passe pour un mathématicien, c'est facile, ou pour un réalisateur de films non racontables. Il y a des mots, j'y reviens dans une seconde, et il y a des symboles qui sont presque idéogrammiques, des symboles qui ont un sens, une image, le signe appartient, une flèche qui veut dire quelque chose, qui sont des espèces de résumés de mots. Pour revenir aux mots, vrais mots qu'on utilise, quels sont les mots utilisés dans le langage mathématique ? Ils sont de deux sortes. Il y a des mots qui sont spécifiques, qu'on n'utiliserait pas dans la vie courante, homomorphisme, ou bien des mots, des noms propres, une bouteille de Klein, ou bien une bijection. Et puis il y a des mots qui sont les mêmes que ceux qui pourraient être utilisés dans la vie courante, mais avec un sens extrêmement particulier, extrêmement précis, voire différent, ouvert, fermé, compact. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une escroquerie dans l'utilisation de mots généraux, de mots du langage courant, pour définir des concepts mathématiques. Bien sûr, dans toutes les sciences, dans toutes les activités intellectuelles entre soi, on a un langage, on a parlé de jargon hier. Ce langage va nécessairement, ou presque nécessairement, utiliser des mots qui existent déjà, qui vont avoir un sens précis, mais le problème avec les mathématiques, c'est que c'est un sens extraordinairement précis et opératoire, qui fait que dans les règles de déduction, dans le modus ponens, dans ce que vous voulez, dans les démonstrations mathématiques quasiment automatisables, de fait théoriquement automatisables, ces mots ne pourront pas être remplacés par un autre, et on a presque l'impression du langage totalitaire auquel faisait allusion Claudine Laroche hier, j'y reviendrai dans une seconde. C'est d'ailleurs une chose relativement récente que ces mots soient remplacés de plus en plus par des formules, par des idéogrammes, par des symboles. Il semblait de bon ton de citer le Moyen-Âge hier, et pas seulement de bon ton, c'était l'origine des questions qu'on se posait. Au Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, enfin jusqu'à une époque relativement récente, il n'y avait pas de notation, de formalisation mathématique. C'était des espèces de poèmes que les gens comprenaient, échangeaient, etc. Naturellement, l'utilisation de mots courants, de mots qui ont un sens éventuellement différent dans le langage courant, peut être aussi une excellente idée médiatique. Deux exemples vous sont sans doute familiers. Le premier, c'est le mot fractal, proposé par Mandelbrot pour définir des objets fractionnaires, avec des anfractuosités, fragmentés, pour reprendre ce dont il a été question hier à propos de Pétrarque. Et puis un autre mot qui a eu une renommée absolument extraordinaire. Si vous dites singularité d'équation différentielle, ça fait bâiller tout le monde. Mais si vous dites théorie des catastrophes, alors là,
vous imaginez le pouvoir médiatique à une époque qui n'était pas encore bling-bling, et dont ce n'était pas le but, bien sûr. Le choix de René Thom n'était pas du tout ce choix-là. Naturellement, l'importance d'avoir choisi ce mot a rejailli non seulement sur la vision du grand public de ce que pouvait être la théorie des catastrophes, mais aussi sur des collègues scientifiques qui ont annexé cette expression, ce mot, le concept, les réalités mathématiques qu'il y a derrière, à tort ou à raison, comme nous le verrons un peu plus tard pour d'autres exemples. Je ne peux pas finir cette phrase sans citer la nécessité de définir des mots précisément, sans citer ce que dit Michel Serres dans Les origines de la géométrie. Voici un mot qu'on ne savait pas dire et qui, dès qu'il est dit, arrête la répétition sotte et lente. Alors, toujours dans cette partie langage et mathématiques, dans quelle langue réelle écrit-on les mathématiques? Dans la tentative de formalisation définitive, au sens anglais du terme, si j'ose me permettre un anglicisme de mauvais aloi, des mathématiques qu'a représenté Bourbaki, donc grosso modo milieu du XXe siècle, l'idée de faire the ultimate book, le livre, le manuel final des mathématiques. On s'est aperçu, sans grande surprise, en fait, qu'on a beau axiomatiser, remonter, il y a bien un moment où il faut utiliser un métalangage, où il faut utiliser une langue vernaculaire. Et bien sûr, cette langue est le français pour Bourbaki. C'est de plus en plus l'anglais dans la recherche contemporaine, quoique le français perdure, et c'est l'un des rares exemples de science, si tant est que les mathématiques soient une science, où on peut encore écrire, publier en français de façon un peu marginale par rapport à l'anglais, mais de façon non négligeable quand même. Et du coup, ça me fait penser à ce que me disait Michel Mendès-France, le fils de PMF, qui était professeur à l'époque à l'Université de Bordeaux, à propos de l'anglais. Tu sauras que tu sais parler couramment anglais, me disait-il, le jour où tu rêveras en anglais. Donc on pourrait se demander si parler couramment de mathématiques ou en mathématiques implique ou sous-entend de rêver des mathématiques. Oui, ça arrive. Je ne rentrerai pas plus avant dans cette question-là. Donc ce métalangage inévitable, lorsqu'on fait des mathématiques, lorsqu'on écrit des mathématiques, lorsqu'on explique des mathématiques, lorsqu'on rédige des mathématiques, ne peut pas ne pas être accompagné d'une certaine ambiguïté, d'une certaine ambiguation, et c'est pourquoi ça ne peut pas être la novlangue totalitaire, en un certain sens, que citait Claudine Laroche hier. Il y a des commodités de langage, des façons de penser, de raccourcir, de modifier ce qui devrait être la bonne façon de dire, un petit peu comme une babélisation. Vous savez sans doute qu'en espéranto, ça n'a a priori rien à voir avec les mathématiques, et pourtant, l'espéranto, c'est une langue artificielle où il n'y a pas d'exception, mais que des règles, donc tout est clair, carré et tout. Et pourtant, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que les gens qui parlent espéranto savent très bien qu'à tel endroit, il faut dire les choses comme ci ou comme ça, mais que par une espèce de Sprachgefühl, de sentiment du langage, comme si c'était leur langue maternelle, ils disent « mais ça sonne mieux autrement ». Et donc, ils vont modifier des règles qui sont strictes et pour lesquelles il ne devrait y avoir d'exception, et donc arriver à une babélisation d'espéranto. On pourrait même imaginer, s'il y avait plus de locuteurs d'espéranto, je crois qu'il y en a 2 ou 3 millions dans le monde, qu'il y aurait des poches d'espéranto qui finiraient ultimement par ne plus se comprendre, l'espérantiste qui ne finirait par ne plus se comprendre. 2 dernières choses dans cette partie sur dans quelle langue on écrit ou on parle les mathématiques. J'ai dit que le français était encore utilisé. Certains mathématiciens, Ouzel, que m'a cité de Mazure, pensent qu'il y a une influence de la langue d'origine, de la langue dans laquelle les découvreurs ou les inventeurs, à votre choix, écrivent les mathématiques. Cette influence qui fait que certains concepts vont être mis au jour alors qu'ils n'auraient peut-être pas été dans une autre langue. Et ils pensent en particulier que le fait que les géomètres algébristes étaient en grande partie des Français ou des francophones a contribué à l'essor de cette théorie, peu importe ce que veut dire géomètre algébriste, mais que certains concepts n'ont pu être formés qu'en français. En tout cas, c'est leur avis. Alors, je ne suis pas assez compétent ni en linguistique ni en géométrie algébrique pour savoir s'ils ont raison, mais ça pose une question qui est loin d'être innocente sur l'universalité des mathématiques et du langage mathématique. Je veux dire, universalité dans le temps, on vient de dire que on ne présentait pas les mathématiques de la même façon, formellement et en fait même profondément dans les siècles qui viennent de s'écouler, mais aussi universalité dans l'espace. Alors, l'espace intersidéral, le Stern ou l'astre dont on parlait hier, est-ce que des extraterrestres ayant une activité qui serait d'origine mathématique ou semblable à des mathématiques auraient les mêmes mathématiques que nous? Voilà une question dont on peut dire qu'elle n'a pas de sens tant qu'on n'en a pas rencontré. Voilà une question qui me paraissait liée à la question est-ce que les maths sont découvertes ou inventées? Et donc j'ai à une époque interrogé beaucoup de collègues sur ce thème-là. Est-ce que tu penses que si
des extraterrestres, des gens d'une autre planète, faisaient des mathématiques, ce seraient les mêmes. Et les réponses sont amusantes parce que les uns répondaient oui, bien sûr, les autres répondaient ben, peut-être pas, mais il y aurait une partie commune, les nombres entiers. Alors j'avais beau jeu de la répondre, il y a peut-être des façons infiniment plus subtiles d'avoir une vision du nombre que de compter. C'est peut-être une façon extrêmement grossière et naïve. Et puis la dernière réponse qui m'a été faite et qui a tué mon espoir que ça avait un rapport avec la question de savoir si les mathématiques étaient découvertes ou inventées, c'est Roger Gay, qui était prof à l'époque à Bordeaux, et qui m'a dit non, je pense qu'elles seraient radicalement différentes, mais que comme les nôtres, elles existent quelque part indépendamment de l'humanité et des civilisations extraterrestres. Dans l'espace, inutile d'aller jusqu'à l'extraterritorialité, l'outre-terre, comme l'a dit un conférencier ce matin, ce qui s'appelle maintenant l'ethnomathématique, et dont vous avez sans doute entendu parler, c'est une branche à la limite entre ethnologie ou sociologie, enfin disons ethnologie et mathématiques, suivant laquelle d'autres peuples, alors suivant le degré de politiquement correct qu'on veut avoir, ou suivant le degré de précision qu'on va avoir, on dit primitif ou sans écriture, bien que en fait ce soit ni l'un ni l'autre, disons, des peuples ont une activité qui peut être magique, rituelle, artistique, qui, à nos yeux, est une activité mathématique, pas nécessairement à leurs yeux. L'exemple le plus connu, c'est les Kolam. Les Kolam, vous savez, ça se passe... Alors, il y a des dessins communs aux îles Vanuatu, en Afrique noire et en Inde, bien sûr. Donc, c'est en Inde que ça s'appelle des Kolam, où les femmes, de façon à la fois magique et rituelle, et un peu artistique, avec de la poudre de riz, dessinent des figures extrêmement compliquées et géométriques sur le sol devant leur maison, et où on peut trouver des mathématiques en notre sens, nôtre avec nos petits yeux d'occidentaux qui ont besoin de publier. Enfin, la phrase classique, dans cette première partie sur le langage des mathématiques, la phrase classique à laquelle j'ai fait indirectement allusion tout à l'heure et que vous avez peut-être entendu entre les lignes, qui est « les mathématiques ne sont pas une science, mais sont un langage », sur laquelle on pourrait gloser longtemps. D'après Mandelbrot, c'est une espèce de plaisanterie. Il s'agissait d'obtenir des subventions à un moment, quelque part dans une université américaine, et que la linguistique était en bonne position, donc l'un des mathématiciens a eu l'idée de dire « mais non, les mathématiques, c'est un langage, pour espérer avoir des subventions ». Alors je termine cette partie par une citation de Proust. La seule véritable exploration, la seule vraie fontaine de jouvence, ne serait pas de visiter des terres étrangères, mais de posséder d'autres yeux, de regarder l'univers à travers les yeux des autres. Langage et mathématiques et langage. À rebours, comment les mathématiques vont influer sur le langage, sur les langages, au sens des langues que nous parlons, ou de la langue que nous parlons. Alors, les mathématiques influencent le langage courant, le plus souvent de manière agaçante. L'homme de la rue, si tant est que cette expression ait un sens, va vous dire « Ah oui, c'est logique, c'est mathématique », sans avoir aucune idée de ce que vraiment ni les mathématiques ni la logique ne sont. Je fais une petite digression, vous connaissez cette plaisanterie, ça se passe dans un train, il y a un homme de la rue, on va dire, un mathématicien, je dis lapsus, et un logicien qui franchissent une frontière en train, puis alors que les vaches étaient blanches avant la frontière, il voit une vache noire, et donc l'homme de la rue dit « Tiens, les vaches sont noires dans ce pays ». Le mathématicien, non, il y a au moins une vache noire dans ce pays. Et le logicien, non, il y a au moins une vache dont au moins un des côtés est noir. Le langage courant ne maîtrise pas les concepts, et il n'a pas besoin de maîtriser les concepts mathématiques sur conditions nécessaires, conditions suffisantes, qu'est-ce que ça veut dire que A implique B, etc. Ou bien l'utilise de manière faussement jargonesque. Un président de la République qui a régné entre 1974 et 1981, et qui parlait tout le temps du rapport d'inflation entre la France et l'Allemagne, s'étant aperçu un jour qu'il était ridicule de calculer des rapports d'inflation, qui sont déjà même des rapports, s'est aperçu que ce qui comptait, c'est la différence d'inflation. Mais comme il fallait rajouter du jargon et impressionner le public, il dit le différentiel d'inflation. C'est parfaitement ridicule. De manière plus insidieuse, l'influence des mathématiques sur le langage apparaît dans cette espèce de croyance que mathématiques égale chiffre, égale objectivité, égale mesure objective. Point n'est besoin que je vous rappelle ici les statistiques suspectes, l'évaluation quantitative à laquelle, avec beaucoup de souffle, Luciano Rossi a fait allusion tout à l'heure à propos d'agences de notation, mais on peut le voir aussi juste dans notre métier académique. Et tous ces endroits où on commence par inventer un critère qui n'est évidemment plus remis en cause après, et ensuite, au nom de ce critère qui est donc mathématique, donc objectif, donc définitif, juger les gens, évaluer les gens, etc.
Il y a un excellent numéro de la revue Cité qui s'appelle « L'idéologie de l'évaluation, la grande imposture », avec entre autres des articles de Yves-Charles Zarka à ce sujet. Alors, les maths influencent le langage. Pardon. J'ai fait tout à l'heure allusion au langage des chiffres. L'une des origines du langage des chiffres, c'est la gematria, ou gematrie en français. Dans certains textes sacrés, j'imagine, hébreux, vous savez que dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre a une valeur. C'est un nombre, un chiffre ou un nombre. Et un mot a comme valeur la somme des valeurs des lettres. Et donc, tout le travail dialectique, enfin, une partie du travail dialectique, la gematrie, consiste à prendre un mot, calculer sa valeur, et puis trouver d'autres mots ou expressions qui ont la même valeur, et arriver ainsi à des rapprochements. Naturellement, il faut prendre au pied de la lettre ces rapprochements comme étant miraculeux et d'essence divine, en tout cas, je pense que, mais comme une façon inattendue de faire des liens inattendus entre des concepts, des objets, des réalités qu'on n'aurait peut-être pas pensé à comparer autrement. Un petit peu comme écrire persévère en 2 mots, mais c'est un petit peu différent, bien sûr. La croyance dans cette importance du langage des chiffres est assez importante dans ce que je m'évertue à appeler le grand public, à tort ou à raison, indépendamment du côté gematrie. Une anecdote personnelle, si vous permettez, encore une fois. Ça se passe à Bordeaux, et je disais à une amie, pour essayer de la convaincre que ça n'avait pas de sens dans la vie courante, que nous allions jouer à un jeu, j'allais prendre les lettres de A à Z, et pour chacune de ces lettres, elle allait me donner un nombre, totalement au hasard, à son choix, et qu'ensuite, j'utiliserai la règle qui dit que chaque mot a comme valeur la somme des valeurs des lettres qu'il compose, et j'allais m'amuser à comparer, donc à obtenir des choses extrêmement profondes, naturellement, avec ce... Le but, encore une fois, était de la convaincre que ça n'avait aucun sens. Donc elle me donne ça, je fais quelques calculs, j'essaye, je combine, puis je trouve des choses amusantes. D'abord que femme égale homme, à peu de choses près. Femme, c'était un peu mieux que homme, donc c'est très bien. Et puis, je ne sais pas, moi, Dieu plus amour égale homme plus femme plus enfant. Enfin bon, vous vous doutez bien qu'en faisant des additions, des modifications, on va finalement trouver n'importe quoi. Et le but, qui était encore une fois de la convaincre de l'inanité de ce genre de pratique, n'a pas été atteint parce qu'elle m'a répondu « Tu vois, si en plus tu avais pris les vraies valeurs ». Une dernière remarque sur la numérologie que je ne peux pas ne pas citer, vu les circonstances politiques récentes. J'ai lu sur un blog, Dieu sait où, qu'un rabbin avait pris les noms Hollande et Sarkozy, les avait translittérés, les avait transcrits en hébreu, avait calculé la valeur de Hollande, la valeur de Sarkozy, la valeur en termes nombre de lettres au sens de la gematrie, et il avait vu que Hollande, c'était la même valeur que le vide, et que Sarkozy, c'était la même valeur que notre chef. Le côté prophétique de sa prédiction ne vous aura pas échappé. L'influence du langage, des mathématiques sur le langage, se voit aussi dans, j'allais dire, les sciences, les pseudosciences, je ne sais pas très bien comment dire, sous la forme d'un détournement. C'est-à-dire que les mathématiques et les mathématiciens ne sont pas propriétaires du langage mathématique ni de la façon dont ils l'utilisent, mais toujours est-il que les démonstrations mathématiques ne peuvent évidemment pas être transposées sans précaution. Et je donne juste un exemple, c'est la critique de Stockel et Bricmont sur Lacan, mais c'est très facile de critiquer Lacan et les mathématiques, c'est trop facile. Et donc Lacan, à un moment, dit, pardonnez-moi, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais pour comparer psychose et névrose, dit l'inconscient du psychotique a une forme de tore, hein, c'est-à-dire une chambre à air, alors que l'inconscient du névrotique, le premier c'était le psychotique, le névrotique c'est une bouteille de Klein qui a une certaine surface. Or, il y a un théorème mathématique qui dit que le tore et la bouteille de Klein ne sont pas homéomorphes, on ne peut pas passer de l'un à l'autre par des formations continues. Donc, dit Lacan, psychose et névrose sont différents. L'escroquerie est évidemment dans le donc. Autant, il peut très bien utiliser la métaphore qu'il veut, autant ensuite, l'utilisation d'un théorème mathématique, c'est pire que du jargon. Un autre exemple un peu du même genre se passe à nouveau un exemple personnel, ça se passe dans un train, à l'époque il n'y avait pas encore de TGV entre Bordeaux et Paris, et dans le sens Bordeaux-Paris, à la hauteur des Tempes, de l'autre côté du couloir central, quelqu'un qui était en train de lire un séminaire de Lacan se tourne vers moi et me fait « Je vois que vous faites des mathématiques, vous êtes mathématicien, moi-même je suis psychothérapeute, c'est-à-dire psychanalyste, je me souviens déjà. » Et il avait un article de l'Encyclopédia Universalis sur ce que c'est qu'une courbe de Jordan. Et il me dit « Voilà, je viens vous voir pour la courbe de Jordan, parce que l'intérieur, l'extérieur, c'est une notion importante chez Lacan, ceci, cela. » Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Je dis, il n'y a rien à expliquer. Une courbe de Jordan, c'est une courbe continue, ça veut dire qu'on peut tracer sans lever le crayon. Sans point fixe, ça veut dire qu'elle ne se recoupe pas. Point. Et ce qui est important, c'est le théorème de Jordan qui dit qu'une telle courbe sépare l'espace en deux parties, l'intérieur et l'extérieur, ce qui est une totale évidence visuelle.
ce qui est un théorème difficile, extrêmement difficile à démontrer si on suppose juste que la courbe est continue. En revanche, dès qu'elle a un peu de régularité, du genre il y a des tangentes en chaque point et ces tangentes se comportent gentiment, c'est plus facile à démontrer. Donc, encore une fois, l'utilisation d'un langage mathématique par Lacan dans ce cadre très précis, en s'appuyant sur les mathématiques qu'il y a derrière, est d'une certaine façon, si je peux me permettre, inutile. Les mathématiques et le langage qu'elles représentent peuvent être aussi vus comme un langage de l'ordre de la poésie. La propriétaire de l'appartement que je louais à Paris et qui n'est plus de ce monde, m'avait un jour, enfin nous avions parlé de mathématiques, je lui avais envoyé une note au compte rendu, bref, et elle m'avait dit le poète ne peut qu'être attiré par la précision des énoncés mathématiques. Elle s'appelait Hélène Saint-Elme, et cette poésie qu'on a réutilisée un jour dans une espèce de spectacle à Marseille en l'honneur d'un compositeur marseillais, le créateur de la chaire de la classe de musique électroacoustique à Marseille, Marcel Frémiot, peut être utilisée indépendamment du contenu mathématique. On prend un énoncé mathématique, on le prononce, un petit peu comme un objet trouvé au sens de Duchamp. On le prononce et ça a une valeur poétique uniquement par les sonorités. Je me souviens dans un Bourbaki, nous parlions tout à l'heure, il y a un alexandrin, je n'ai aucune idée du sens mathématique, je n'ai plus aucune idée du sens mathématique, mais je me souviens de cet alexandrin, le filtre de Fréchet n'est pas un ultrafiltre. Donc ces trois aspects déjà vus du langage mathématique, le langage pour la forme, le langage pour le fond, parce qu'il y a un fond mathématique, et puis les mathématiques dans une langue étrangère, la métalangue, hein, l'anglais en l'occurrence, c'est trois espèces de niveaux, un petit peu comme les trois exils des Juifs d'Algérie dans le bouquin de Stora. La différence avec ce que disait Claudine Laroche hier, c'est que ces trois aspects, à savoir à la fois l'étrangeté du langage mathématique, enfin l'extranéité du langage mathématique, le fait que ce soit souvent dans une langue étrangère, ne fait pas perdre la langue maternelle, ou en tout cas pas trop. Bien sûr, le mathématicien va être influencé dans la vie courante par le sens précis qu'il a l'habitude de donner aux mots, mais d'une certaine façon, il n'est pas vraiment dépossédé de sa langue maternelle. J'ai deux petites parties pour finir. Enfin, ils ne sont pas si petites que ça. Le langage et mathématiques, mathématiques et langage, mais on pourrait penser aussi aux mathématiques du langage. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre les langages, les langues courantes, les langues vivantes, les langues maternelles ou autres, en faisant des calculs mathématiques derrière? Vous savez sans doute qu'il y a un article fondateur de Chomsky et Schutzenberger sur la théorie des langages formels. Le point de départ était, est-ce qu'il est possible de concevoir un ordinateur, avec des guillemets, ça n'existait pas encore vraiment, un ordinateur théorique, qui puisse engendrer automatiquement toutes les phrases, en anglais en l'occurrence, qui aient un sens, qui soit correct syntaxiquement, mais qui n'ait pas de sens, nécessairement. On se préoccupe que de la syntaxe et pas de la sémantique, évidemment avec des machines. Par exemple, le chien fume la cheminée. Et la conclusion est, d'une certaine façon, et non, ce n'est pas possible. C'est une complexité supérieure à ce que peuvent engendrer les machines, les algorithmes, les machines automatiques. Et donc il y a une théorie des langages formels qui s'est développée et qui est d'une certaine façon, ou qui a été d'une certaine façon, au-dessus aussi bien, en partie bien sûr, des langues naturelles, avec des guillemets si vous préférez, et puis de ce qui allait devenir les langages informatiques, les langages de programmation et le développement de ce qu'on sait. De la même manière, on peut imaginer l'utilisation des mathématiques en linguistique, où on va calculer des fréquences d'apparition de lettres, des fréquences d'apparition de phonèmes, de biphonèmes, etc. Et à ce propos, vous connaissez probablement le manuscrit de Voynich, donc c'est un manuscrit probablement apocryphe, dont l'origine remonte sans doute au XVe siècle, ou peut-être avant. Et c'est un manuscrit qui est écrit dans une langue inconnue, avec un alphabet inconnu, et qui a à l'intérieur des dessins de fleurs, de faune et de flore inconnus. Et donc les gens se cassent la tête depuis plusieurs siècles pour savoir est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un canular, est-ce que ça correspond à une civilisation disparue, est-ce que c'est un cryptage, une cryptologie, et on ne sait pas répondre à ça. Donc l'une des approches relativement récentes, c'est on calcule les fréquences, on voit si ça correspond à des fréquences qui existent pour des langues naturelles, et puis on espère en déduire quelque chose. Aux dernières nouvelles, rien. Sinon que peut-être ça aurait à voir avec du bulgare ancien, mais j'imagine que si l'hypothèse était vraie, elle aurait été confirmée depuis longtemps. Oui, alors j'ai parlé de cryptologie, de code secret, il y aurait des choses à dire. Peut-être je ne vais pas abuser de votre temps sur cette question, et donc aborder la dernière partie pour laquelle je me sens infiniment moins à l'aise, s'il était possible, à savoir une espèce de tentative d'aborder une question de l'ordre de ma psychologie, la psychanalyse, je ne sais pas très bien quoi, le double langage.
Et pour ça, je vais commencer par des citations qui ne concernent pas nécessairement, ou qui ne concernent pas du tout les mathématiques. La première, c'est une citation d'un romancier franco-afghan qui s'appelle Atiq Rahimi. « Il me fallait une autre langue que la mienne pour parler des tabous. » De même, il y a un mémoire de fin d'études d'une actrice suisse qui s'appelle Aurore Yekar, qui s'intitule « Jouer en langue étrangère, lâcher prise et être là, point d'interrogation ». On a déjà fait allusion au livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle « D'autres vies que la mienne », et je ne peux pas m'empêcher de faire encore une digression. Dans la tradition, enfin dans ce que je crois savoir de la tradition juive, lorsque j'arriverai devant Dieu le Père, s'il existe et si j'y arrive, ce qu'on me posera comme question, c'est pas pourquoi tu n'as pas été Einstein, pourquoi tu n'as pas été Michel Zinc, pourquoi tu n'as pas été Sarkozy, pourquoi tu n'as pas été Johnny Hallyday, pourquoi tu n'as pas été Hollande. On me dira pourquoi tu n'as pas été Jean-Paul Alouche. Donc en fait, d'autres vies que la mienne signifie peut-être savoir explorer sa propre vie aussi loin que possible, aussi loin que, ce serait pareil pour d'autres langues, aussi loin qu'on peut, tout en restant par définition dans sa propre vie. Et la dernière citation de ce chapitre, c'est une citation de David Bessis, dans une page culture de Libération il y a un certain temps. L'intuition mathématique, c'est comme une transe, une alternance de moments de souffrance avec l'impression que les mots se dérobent et que son propre langage devient insensé. Et d'instants de plaisir, comme lorsqu'on prend conscience qu'on parle librement dans une langue étrangère. Pour lui, sensible aux formes et aux structures, mais pas au nombre, faire des maths est une expérience sensuelle, bien plus qu'une recherche de la vérité. Il n'hésite d'ailleurs pas à laisser les théorèmes dans un purgatoire, citation, où ils ne sont ni vrais ni faux, même si formellement ils ont l'air vrais. Alors ça m'a interpellé d'abord à cause de la question de la langue étrangère, une langue étrangère qu'on maîtrise. Donc cette idée que les mathématiciens devraient avoir, ou sont censés avoir un double langage, le langage mathématique et leur langue habituelle, et sont censés pouvoir passer de l'un à l'autre. S'ils restent enfermés dans le langage mathématique, ils vont être probablement des mathématiciens atypiques, mais peut-être pas très intéressants, au moins pour la transmission. Et puis, s'ils ne savent pas faire le passage dans l'autre sens, pareil. La sensualité de laquelle il est question, comme on a essayé de le dire dans un article avec Laurence Maillard, c'est pas la sensualité artistique, c'est pas l'émotion artistique, c'est l'émotion linguistique, la maîtrise, la reconnaissance d'une langue, d'une structure, qui, nous semble-t-il, est différente comme émotion de l'émotion devant une œuvre d'art, mais on est en train de s'éloigner du sujet. Donc cette idée que le double langage du mathématicien fait que, d'une part, il peut avoir une communication difficile, et beaucoup de mathématiciens ont des difficultés de communication avec leur entourage, qui va être compensée par une espèce de refuge dans les mathématiques, dans la capacité à compter, dans la capacité à élaborer des concepts, dans la capacité à manipuler des concepts, dans la capacité à écrire des choses purement formelles, avec cette distinction qu'il faudrait étudier de près entre intérieur-extérieur, abstraction, etc. Et puis cette maîtrise du langage mathématique qui va remplacer l'éventuelle difficulté dans le langage courant, qu'on pourrait... Quelqu'un a utilisé le mot jubilation, et j'ai bien envie de... Je crois que c'est Pascal Bourgain qui disait la jubilation ludique d'utiliser le latin, et ça me plaît bien parce que j'avais commencé à écrire jouissance, mais en psychanalyse c'est très dangereux, pas seulement en psychanalyse, c'est très dangereux d'écrire ce mot, donc jubilation me convient très bien dans cette vision du dedans-dehors, comme le disait John Jackson ce matin. Bien sûr, il faudrait parler de Stella Baruch et des difficultés d'apprentissage, il faudrait parler des troubles de la représentation dans l'échec scolaire de Dolto, il faudrait parler de tous les langages de Saussure, mais aussi celui de Françoise Dolto, il faudrait parler de structuralisme, il faudrait parler de tout un tas de choses qu'on a entendu un peu dans un autre domaine. On a entendu parler de Winnicott et des phénomènes transitionnels par Claudine Roche hier. On a entendu parler dans ce double langage, dans cette espèce de, j'allais dire schizophrénie, disons dans cette espèce de dualité, de dualisme. On a entendu parler de la richesse et le déchirement chez Kafka par Jacques Derrida. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est revenir à quelque chose dont il n'a pas été tellement question, me semble-t-il, au fond, c'est-à-dire le fond. Je veux dire, on a beaucoup insisté sur les langues, le fait que c'était ma langue ou pas ma langue, mais un peu moins, même si c'est évidemment prégnant et affleurant à la surface, et même plus qu'affleurant, sur le fond, sur ce qu'on veut vraiment dire. Et donc cette question du double langage pour le mathématicien, à savoir le langage formel mathématique et puis la chair qu'on peut mettre autour ou à côté, si les jours où on arrête de faire des mathématiques. J'ai juste envie de citer, c'est un titre un tout petit peu détourné d'Yves Bonnefoy, qui est « Il faut oublier les mots ».